La reine Amanirenas est l'une des reines méroïtiques les plus célèbres en raison de son rôle dans la direction de l'armée couchite contre les Romains. Cette guerre est en grande partie responsable de l'arrêt de l'expansion de Rome en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette reine africaine qui a combattu l'armée d'Auguste César. Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le contexte est essentiel pour comprendre l'affrontement entre les Romains et les Couchites sous Amanirenas. La République romaine était la puissance dominante dans le monde méditerranéen, dans la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais de nombreux pays de la religion étaient encore gouvernés par des rois et des reines clients, qui étaient en fait des vassaux de Rome. L'un de ces états clients était l'Égypte ptolémaïque, qui était gouvernée à partir de 51 avant Jésus-Christ par Cléopâtre. Dans les années 40 et 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre était d'abord impliquée avec Jules César, puis avec l'un des successeurs politiques, Marc-Antoine. Finalement, cela s'est mal terminé car Antoine a entraîné l'Égypte dans une nouvelle guerre civile au sein de la République romaine pour sa domination entre lui et Octave, l'héritier adoptif de César. Antoine et Cléopâtre ont été vaincus militairement par Octave à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Octave, qui adopta le titre de César Auguste, devint le premier empereur de Rome et annexa l'Égypte à l'Empire romain. Au début des années 20 avant Jésus-Christ, des garnisons romains étaient établies le long du cours du Nil et de plus en plus vers le sud en direction de l'actuel Soudan. Le royaume de Kush. Le royaume de Kush, également connu sous le nom d'Empire Kushite, était un ancien royaume de la Nubie, centré le long de la vallée du Nil, dans ce qui est aujourd'hui le nord du Soudan et le sud de l'Égypte. La région de Nubie était un des premiers berceaux de la civilisation, produisant plusieurs sociétés complexes engagées dans le commerce et l'industrie. Une grande partie de la Nubie était passée sous la domination égyptienne pendant la période du Nouvel Empire. Suite à la désintégration de l'Égypte au milieu de l'effondrement de l'âge du bronze tardif, les Couchites ont rétabli un royaume à Napata, l'actuel Karima au Soudan. Bien que Kush ait développé de nombreuses affinités culturelles avec l'Égypte, telles que la vénération d'Amon, la culture couchite était distincte. Par exemple, l'art égyptien distinguait les habitants de Kush par leur tenue vestimentaire ou par leur apparence. Les monarques de Kush ont régné sur l'Égypte pendant plus d'1 siècle, jusqu'à la conquête assyrienne, avant d'être finalement expulsés. Du 3e siècle avant Jésus-Christ au 3e siècle après Jésus-Christ, la Nubie du Nord sera envahie et annexée par l'Égypte. Gouverné par les Macédoniens et les Romains, ce territoire serait connu dans le monde gréco-romain sous le nom de Décachionos. Il a ensuite été repris sous contrôle par le 4e roi couchite, Yésébokréamani. Le royaume de Kush a persisté en tant que puissance régionale majeure jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ, lorsqu'il s'est affaibli et s'est désintégré à cause d'une rébellion interne. Kush avait une civilisation avancée à part entière. Les Couchites avaient leur propre langue et écriture unique. Une économie complexe basée sur le commerce et l'industrie. Les Couchites avaient développé une société urbaine complexe avec des niveaux exceptionnellement élevés. On pouvait observer dans ce royaume la présence d'une dynastie de femmes qui portait le titre de Kadank ou Cadence. Kandak ou Cadence de Kush. Kush était un endroit où, contrairement à la plupart du monde, à l'époque, les femmes exerçaient un contrôle important. La Nubie a eu plusieurs femmes dirigeantes au cours de son histoire. En effet, il y avait une longue tradition de femmes dirigeantes parmi les Méroïtes, à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Lorsque le roi mourait, il n'était pas rare de voir sa veuve au trône en tant que Kandak, qui est le titre couchite pour reine. La reine Amanirenas a régné sur la Nubie de l'an 40 avant Jésus-Christ à l'an 10 avant Jésus-Christ. Son trône était dans la ville de Méroé, et de là, elle et son mari, le roi Térithékas, présidaient le riche royaume. La Nubie était un point de transit clé pour les produits de luxe tels que l'ivoire et les objets exotiques. L'or était d'une grande importance, très prisé par les Égyptiens. Pour satisfaire les exigences de leur population avide de luxe, les Égyptiens demandaient fortement du commerce avec Méroé, que la reine Amanirenas contrôlait. La reine échangeait ses trésors contre des marchandises d'Égypte, notamment du tissu, du maïs, des bols en bronze et de la verrerie. Mais 10 ans après le règne d'Amanirenas, le paysage politique changea, quand Auguste prit le contrôle de l'Égypte des mains de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Il se proclama empereur et fit de l'Égypte une province romaine. Il était donc à la porte de la reine Amanirenas, avant de quitter l'Égypte pour poursuivre sa quête pour s'emparer de plus de territoire. Auguste nomma un collègue militaire nommé Gaius Cornelius Gallus, un poète et chevalier romain, avec qui il entretenait une relation étroite, lui donnant ainsi le titre de préfet d'Alexandrie et d'Égypte. 1 an seulement après la conquête, les Égyptiens du Sud se rebellèrent contre la domination romaine, obligeant Cornelius à diriger ses forces vers le sud pour réprimer la dissidence.
Après avoir retrouvé l'ordre, il traversa la Nubie d'Amanirenas et revendiqua l'île de Philae. En signe d'intimidation et aussi de son ego, Cornelius fit inscrire ses réalisations sur une grande tablette de pierre érigée à Philae. La reine Amanirenas accepta à contre-cœur l'annexion d'une partie de son royaume, reconnaissant la suprématie militaire des légions romaines. Elle comprit qu'il n'était pas encore temps de se battre. Au lieu de cela, elle observait de près les mouvements de l'ennemi. Peu de temps après, les Nubiens des régions annexées commençaient à se plaindre, car les Romains, sur ordre de Cornelius, imposaient des taxes accrues aux commerçants qui amenaient des marchandises à la frontière et réclamaient des droits fiscaux sur la communauté autonome nubienne alliée à Kush. Le clash des empires. Pendant et après l'époque de Cornelius, l'imposant empire romain ne cessait de s'étendre. Cette empreinte croissante rendait difficile pour Auguste de garder un œil sur tous les coins de son royaume en même temps. Ce à quoi la reine Amanirenas prêtait une attention particulière. En l'an 26 avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste nomma Aelius Gallus, un autre chevalier romain, comme prochain préfet d'Égypte. Gallus était à peine installé que l'empereur lui ordonna d'entreprendre une expédition militaire en Arabie. 3 légions complètes, environ 15 000 soldats au total, avaient été postés en Égypte pour sécuriser la province. Mais au commandement d'Auguste, beaucoup furent transférés en Arabie pour aider à sécuriser ce territoire nouvellement recherché. Ce qui offrit à la reine Amanirenas l'occasion de défier le pouvoir de Rome. Alors que les troupes romaines étaient retirées d'Égypte, la reine Amanirenas rassembla son armée pour libérer son peuple au nord de l'autorité romaine. Avec le roi Théritecas, il commandait une armée de 30 000 guerriers de Kush. L'armée méroïtique avança jusqu'à la ville appelée Éléphantine, avec Candace comme chef, ravageant tout ce qu'il rencontre, prenant tour à tour les régions de Triacon Tachionos, Syène, Philae et Éléphantine. Les Kushites asservissaient les habitants et renversaient au passage les statues de César. Ils se sont ensuite retirés vers le sud avec du butin, des prisonniers romains et des milliers de captifs égyptiens. Comme dernière insulte, ils ont emporté la tête d'une statue d'Auguste afin de l'enterrer sous les marches d'entrée d'un temple dédié au dieu Amon. En enterrant la tête, les Méroïtes s'assuraient que tous ceux qui entraient dans le bâtiment fouleraient cette image de l'empereur Auguste sous leurs pieds, perpétuant rituellement leur victoire sur les Romains. C'était le rappel quotidien de la reine qu'elle avait triomphé de l'homme le plus puissant du monde. La victoire kushite était de courte durée. En effet, lorsque la nouvelle parvient à Alexandrie, le gouverneur par intérim, Gaius Petronius, partit avec une cavalerie de 800 hommes et plus de 10 000 fantassins romains. Mais l'armée kushite s'était retirée vers une autre ville. Les Romains étaient surpris d'apprendre qu'une reine seule régnait sur les Kushites. Pour info, le roi Théritecas était mort soit d'une maladie ou mort au combat. Les guerriers de la reine, rassemblés à Pselchis, s'avancèrent pour combattre. Ils étaient plus nombreux que les Romains. Cependant, ils étaient mal rassemblés et mal armés par rapport aux Romains, lourdement blindés et bien entraînés. Chassés en retraite, de nombreux guerriers kushites s'échappèrent vers la ville ou dans le désert. Certains guerriers avaient réussi à échapper au champ de bataille en pataugeant dans le Nil. Ils espéraient prendre une position défensive sur une petite île, mais les Romains avaient sécurisé les bateaux. L'avantage des Romains sur les Kushites leur avait permis d'envahir beaucoup plus profondément le territoire kushite qu'auparavant. Petronius avait également capturé certains des généraux de la reine Amanirenas afin de récolter les informations sur le leadership de la reine. Sûr d'une victoire définitive sur les Kushites, Petronius marcha avec confiance vers Napata. Malheureusement pour lui, il s'était fait avoir par les généraux kushites, car la capitale actuelle, Méroé, était encore à de très longues distances de marche. Irrité d'avoir été induit en erreur, il brûla les villes aux alentours et rassembla les occupants pour les ramener en Égypte comme esclaves. Après de longues marches, Petronius n'avait plus la capacité de déchaîner son armée sur la reine Amanirenas. Il avait déjà parcouru plusieurs milliers de kilomètres, il prit la décision de se retirer, emmenant avec lui la plus grande partie de son armée. Mais la reine Amanirenas et ses forces ne partageaient pas son sentiment d'épuisement. Elle contre-attaqua avec vigueur, poursuivant férocement les Romains. La reine était très redoutable. Elle prédit un œil sur le champ de bataille. Petronius allait jusqu'au point de qualifier la reine de la Candace borgne, car il jugeait sa vue déficiente comme reflétant sa perspicacité, déficiente en tant que dirigeante. Le fait de perdre un œil au combat avait rendu Amanirenas plus forte et plus courageuse. Mais sa souffrance n'était pas terminée. Lorsque ses troupes atteignirent Daca, tout en affrontant les Romains pour assurer la souveraineté de Kush, son fils, le prince Akinidad, fut tué dans la campagne. La reine avait perdu son mari, son œil et maintenant son fils. En tant que chef, beaucoup de guerriers avaient été tués dans le combat. Ses généraux et certains de ses proches avaient été enlevés et la ville de Napata saccagée et rasée. Et pourtant, la guerre était loin d'être finie. La reine n'avait plus qu'une chose à défendre, son royaume.
La fin du conflit avec les Romains. La reine Amanirenas et ses troupes avaient mené une guerre défensive, visant à empêcher les Romains d'annexer définitivement une partie de son royaume. Mais après la destruction de Napata et la mort du prince Akinidad, ils passèrent à l'attaque. Au cours des années suivantes, la reine s'est battue avec tout ce qu'elle avait à offrir. En l'an 22 avant Jésus-Christ, elle rassembla de nouveaux milliers de combattants couchites et marcha avec les troupes romaines qui avaient établi un camp à Primis. C'était un face-à-face aux proportions épiques. Cependant, les Romains disposaient d'un large éventail d'anciens canons qui, bien que moins meurtriers que les armes militaires d'aujourd'hui, pouvaient encore tirer des fléchettes mortelles sur de longues distances. Cela a rendu un assaut frontal de la reine Amanirenas presque impossible. Le gouverneur Pétrone était extrêmement désireux d'un cessez-le-feu, car la reine Amanirenas l'avait inlassablement engagé dans une guerre qui ne lui laissait pas un moment de paix pour accomplir ses tâches administratives. Il était piégé dans une ville au sommet d'une colline, sans issue apparemment, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'avancer. Petronius exhorta la reine Amanirenas de rencontrer l'empereur Auguste lui-même afin de régler le conflit. En envoyant ses émissaires et en ne se rendant pas personnellement, Amanirenas s'était montrée supérieure à l'empereur et à Rome. Elle ne daignerait pas parcourir des centaines de kilomètres juste pour négocier, elle avait des gens qui pouvaient faire ça pour elle. La reine Amanirenas finit par sortir victorieuse. La guerre avait coûté aux Romains beaucoup d'hommes et beaucoup d'argent. Une guerre continue avec la ténacité de la reine Amanirenas n'était plus une priorité impériale pour les Romains. Ainsi, lors du traité de Samos, César Auguste déclara Cush souverain. Les troupes romaines évacuèrent et cédèrent les zones de la partie sud aux Couchites. Ils se sont retirés à Dodécachionos, qui a été établi comme nouvelle frontière, parallèlement à sa signature sur le traité officiel, comme une étape de plus pour apaiser le peuple nubien. Auguste ordonna à ses administrateurs de collaborer avec les prêtres régionaux sur l'agrandissement d'un temple à Kalabsha. Les forces couchites n'ont prêté aucune fidélité aux idoles romaines après le départ des troupes de l'empereur. Les combattants de la reine renversèrent les statues d'Auguste, qui avaient été placées dans les villes occupées. Après plusieurs années de guerre sanglante, les Couchites étaient désormais libres. La reine Amanirenas a épargné à son peuple des siècles de domination en résistant à la conquête. Contrairement à tant d'autres royaumes, elle n'a ni cédé son territoire, ni rendu hommage à Rome. Ce royaume était à lui, et à lui seul. Après la guerre romaine, Amanirenas s'est consacrée à la reconstruction du royaume et à l'amélioration de la vie de son peuple. Elle passa les 11 années suivantes de son règne en paix. Une époque qui fut l'une des périodes les plus prospères de l'histoire couchite, souvent qualifiée d'âge d'or du royaume. Elle ne s'est jamais remariée. À sa mort, les Couchites l'ont commémorée avec une peinture murale dans une chapelle pyramidale à Méroé.